Joël, merci d'être là, merci d'être venu à Marseille, ça me fait plaisir. C'est moi qui te remercie et tu nous accueilles dans une ville magnifique. On s'est vu la semaine dernière donc, au Congrès des experts comptables, C'est ça. Sujet passionnant, la comptabilité. Toi, ça te fait kiffer, moi, on aime bien, Donc on se connaît depuis 2 ans maintenant. 2 ans maintenant. On a fait donc beaucoup de rooms ensemble sur l'immobilier, sur l'investissement locatif, ce qu'il faut faire. Exact. On a eu Florian qui est venu nous voir il y a quelques mois ici. On a vendu un appartement qu'il avait et puis j'ai vu son progrès. Donc Florian qui était donc salarié à l'époque où on faisait des rooms. C'est ça. Et qui aujourd'hui, il a quitté son boulot et maintenant il vit de l'immobilier. Tout à fait. Donc un pur produit des rooms Clubhouse, un super bon élève. Il a 20 sur 20 entre guillemets. Non mais ça fait plaisir. Et c'est un fonceur. C'est-à-dire qu'il applique quoi. Il a le mérite de… J'écoute, j'apprends, j'applique. Et il exécute. Et j'utilise le réseau. Tout à fait. Donc, alors, l'exemple type. Nous, on a bossé ensemble. C'est-à-dire que tu nous as beaucoup aidé eu égard à ce qui est le CPF. C'est un peu plus compliqué aujourd'hui. C'est ça. Tu as fait pour… Donc, WeLoge, nous sommes Calliope. Calliope aujourd'hui, ouais. Et tu as formé pas mal de nos WeLogeurs sur la fiscalité immobilière. Exact. Après, tu t'es fait couper cette certification. Il y a des moments plus compliqués oui. dans ta vie. Aujourd'hui, dis-nous en 2 mots, Joël Viglio, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et comment tu accompagnes les investisseurs ? Eh ben, très clairement, alors pour statuer un tout petit peu les choses, mon métier, c'est vrai que ça tourne autour de la fiscalité et de la comptabilité, tout à fait. Il faut dire que j'ai une vision un peu claire de ce que je veux faire de ma profession, qui est d'être au plus près des dirigeants d'entreprise ou bien des chefs d'entreprise. En grosso modo, les mandataires, les indépendants ou éventuellement les chefs d'entreprise classiques. Ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'accompagne spécifiquement dans 2 domaines, la fiscalité immobilière et la fiscalité des entreprises. Et je fais de la formation. Ça, c'est les 2 axes sur lesquels j'évolue. Mais tu formes des investisseurs ou tu formes des chefs d'entreprise ou des experts comptables ? Ma formation, elle est destinée essentiellement aux chefs d'entreprise. D'accord. Mais de temps en temps, j'ai des demandes spécifiques pour les experts comptables parce qu'il y a des thématiques pointues sur lesquelles ils ont envie de se perfectionner. Et les investisseurs sur l'aspect uniquement réglementaire, à savoir la fiscalité et l'urbanisme. D'accord. Et les chefs d'entreprise que tu formes, c'est pour eux perso ou c'est pour leur entreprise ? Pour leur entreprise, oui. Ça peut être des demandes spécifiques en interne sur l'évolution de poste. Pour leur entreprise, c'est-à-dire patrimonialement vis-à-vis de leur entreprise ou vis-à-vis de leurs salariés, de leurs collaborateurs ? Alors non, si c'est des demandes venant des entrepreneurs, ça veut dire que c'est une évolution interne et donc c'est des sujets techniques, soit sur le social, soit sur la fisca, soit sur le contrôle de gestion. Okay. Et le chef d'entreprise lui-même, s'il a besoin de formation, ça peut être une demande particulière via son OPCO, sinon ça va être directement pris en charge par lui-même. Donc là, ça va tourner autour du patrimoine du chef d'entreprise. Donc je rigole parce que tu m'as déjà perdu. On est tellement… Moi, quand j'entends expert comptable, tout ça, j'ai déjà… j'ai du brouillard dans les yeux. Non. On voit que toi, ça y est, t'as passé la 2, sur l'autoroute là. Boum. Alors, on n'arrête plus. Pour faire simple, entre autres, on est tous à la quête d'une certaine liberté. Et en fait, on développe cette liberté-là à travers des actifs, nos entreprises ou nos actifs immobiliers. Donc, en gros, quand on est à la tête d'une entreprise, en général, le but final, c'est quand même d'arriver à se délaisser un tout petit peu de cette entreprise-là par cet engouement qu'on a fait durant le passé et pouvoir se rémunérer intrinsèquement par rapport à ça. De ce on est en termes simples, c'est-à-dire vous êtes soit vous échangez votre temps contre de l'argent. Exact. Parce que dans le bouquin de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, il l'explique très simplement. C'est j'échange, je suis salarié ou je suis, mettons, agent immobilier, avocat, médecin. Ouais. Même si je suis indépendant en tant qu'avocat, j'échange encore mon temps contre de l'argent. Là, ce qu'on veut, c'est devenir entrepreneur. C'est ça. Donc, mais on va encore partiellement et devenir à terme investisseur, l'étape d'après, c'est donc ne plus être dans son business, prendre le plus de recul possible, soit d'immobilier, soit de rente de structures dans lesquelles on est actionnaire. Okay. Exactement. Tu travailles sur ces mécanismes pour aider des entrepreneurs à atteindre ce qu'on appelle la liberté financière. Tout à fait. Mais on la matérialise comme ça. Donc, soit immobilier, soit entreprise. Okay. Donc c'est un vaste sujet. Très très vaste, oui. Pour ne pas, moi je fais partie des gens qui n'ont jamais cru à la retraite. Je suis gérant TNS depuis de longues années. J'ai très peu cotisé en tant que salarié, donc j'aurais rien ou très quasiment peu. Zéro. Ouais. Et je ne crois pas du tout. Dès le début, ça m'a jamais intéressé ce système. Donc tu prônes un convaincu. Donc toi, ton job, c'est ça, c'est accompagner les entrepreneurs pour les libérer de ça. Exactement. Alors, mais justement, c'est aujourd'hui. Par rapport à il y a 2 ans où on empruntait encore à 1,20, 30,
Moi, j'ai un prêt que j'ai fait l'année dernière à 1%, donc c'est exceptionnel. C'est vrai. Le paradigme, il a changé en un an. On est d'accord. L'autre jour, j'entendais ma femme qui raccrochait au téléphone avec un client qui lui dit Madame de Saint-Laurent, on va attendre que les taux reviennent à la normale. Oui. Elle me regarde en me disant écoute, mon chéri, je crois qu'il a les taux à la normale. Ça n'existe plus, là, pour le coup. Voilà. Enfin, je pense qu'on reviendra 1%, c'était de l'argent entre guillemets gratuit. Encore une fois, moi je pense que tant qu'on a de l'inflation et les taux, vont continuer à augmenter. Voilà, les taux vont augmenter, ou augmenter, mais tant que, jusqu'à présent, on a, corrige-moi si je me trompe, mais plus d'inflation que les taux. Que des taux, Donc en fait, l'argent est quand même quelque part encore gratuit, puisque si je suis à 7 d'inflation, à 5 de taux, je suis à 2 de delta. On neutralise, ouais. Donc mon argent, il est quand même gratuit. Il est quand même gratuit, ouais, pour l'instant, ouais. Exactement. Tant que le gouvernement ne me bloque pas des augmentations de loyer, ce qu'ils ont fait sur certains trucs. Sur certaines villes, là-dessus, c'est un peu énervant. Ouais. J'en ai fait les frais sur un local commercial sur Marseille où j'ai été bloqué. Le bouclier fiscal, le fameux bouclier. Ouais, quel état aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que je suis entrepreneur? Qu'est-ce que je fais vis-à-vis de l'immobilier? C'est devenu compliqué. Et après, je sais bien que tu n'as pas de boule de cristal, mais quelle est ta vision avec le recul que tu as? Alors, je vais essayer d'axer le discours sur 2 points. La première, c'est que, en fait, je vais parler de l'historique, parce que en 2009, dans les années 2000, 2009 et tout, on a connu des taux aussi proches que ce qu'on a aujourd'hui. Le contexte, il est très simple. L'évolution des taux, elle va toujours fluctuer. On va aller à la hausse comme à la baisse à chaque moment. Ce qui change globalement, c'est qu'en évoluant dans la vie, la vie de façon générale évolue aussi au niveau du prix. Le tarif, tout ce qui touche à nos consommations évolue. Donc la situation immobilière qu'on avait connue dans les années 2000 n'est plus la même qu'aujourd'hui, malgré qu'on retrouve les taux historiques tels qu'on avait. Ma vision est très simple, il y a de l'opportunité partout et je pense qu'il faut juste s'adosser le contexte tel qu'on le vit, parce que l'inflation, c'est on va dire une phase de l'échiquier ou une phase du graphique qu'on connaît tous, qui va disparaître à un moment donné parce qu'on va revenir un peu à la normale. C'est le juste équilibre de j'ai de l'argent, je consomme pas, ou j'ai de l'argent et que je consomme trop. En grosso modo, c'est ça. Donc ma vision, elle est très simple, c'est que on est dans un contexte effectivement où on peut croire que c'est difficile parce qu'on n'entend que des discours négatifs, mais je suis pertinemment sûr qu'il y a toujours de l'opportunité dans cet environnement inflationniste. Donc, très certainement qu'on est dans le cas de figure où on nous dit qu'on est bloqué par les taux, mais je vais revenir sur un point essentiel, c'est que si on considère le discours journalistique ou réglementaire, on est dans un contexte où en fait on ne pourra pas évoluer. Par contre, un élément essentiel que tu as cité tout à l'heure, c'est le côté réseau. Et ça, il faut se permettre de le développer tout le temps, quel que soit le contexte dans lequel on vit. Et je pense que les déblocages sur certains points ne viendront que de cet aspect-là. Le réseau et éventuellement les opportunités dans le contexte, quel que soit. Tu es en train de me dire, ma banque me dit non, vous n'êtes pas bankable entre guillemets. C'est ça. Comment je réponds à ça? Peut-être que c'est pas la bonne personne que j'ai en face de moi. Peut-être que c'est pas le bon banquier que j'ai en face de moi. On a tout un panel de banquiers ou d'établissements financiers aujourd'hui sur le marché. À mon sens, il faut se permettre, il faut se donner l'opportunité d'aller consulter tous ces banquiers-là. Donc je vais voir d'autres banquiers, mais l'autre va peut-être me dire non. Si je suis au-delà de 33%, il va me dire non. Pareil. Exact. Alors, un élément que je peux te citer pour faire ça. On s'est rencontrés au congrès. Oui. Alors, qui nous dit que dans le cadre de cette relation, il n'y a pas un contact que je connais que je pourrais te mettre en relation parce que tu étais bloqué à un moment donné et qui débloque la situation pour toi. En fait, c'est très simple. On est vu comme des produits auprès des établissements financiers. D'accord. Et étant produit, le deal, ou en tout cas le challenge de Monsieur Tout-le-Monde est de sortir en fait de ce contexte au produit et d'être en mode relation. À partir de ce moment-là, les vannes sont ouvertes, certainement. Je ne dis pas que c'est facile, je dis juste qu'il faut se dire que plutôt que d'être vu comme un produit, il faut être vu comme un humain en face. Et c'est tout le paradigme de l'histoire. Donc voilà. Donc je me fais retoquer par mon banquier, mais je rejoins des clubs d'investisseurs, c'est ça par exemple? Ça. Je vais sur les Room Clubhouse, je réseaute, je vais dans des clubs. Exact. Tout à l'heure, j'étais avec
quelqu'un qui m'est envoyé par Junior, tu vois, donc on parle, moi-même je parle avec eux, on est en train d'échanger fréquemment. Là, je publie une vidéo ce week-end, je demandais à eux de son avis, tu vois. Donc c'est ça le réseau, c'est mes travaux, je fais des travaux à la Seine-sur-Mer. C'est ça. J'ai demandé à eux qu'est-ce que tu penses des devis, tu vois. Donc je travaille mon réseau. Donc toi, on peut te voir, ça passe pas Joël avec ma banque. Je t'appelle, tu vas faire quoi? Alors j'ai peut-être des relations, j'aurai peut-être des contacts et peut-être que ça va pas se débloquer avec ces contacts-là, mais en persistant un tout petit peu, on trouvera la bonne personne ou on n'est peut-être pas au bon moment. Au moment de la demande. Et ça, faut aussi le reconnaître. Peut-être que c'est pas le bon produit, peut-être que c'est. Exactement. Peut-être que tu vas me dire, mais Samuel, tu as fumé, c'est pas le bon truc, il faut que tu fasses autre chose. Ou peut-être que tu peux me trouver des investisseurs aussi. Voilà. En fait, il y a plusieurs solutions par rapport à la situation. Je suis pas bankable. Je suis flat au niveau de mon taux d'endettement. La situation peut être soit je suis pas au bon endroit au bon moment, soit j'ai pas le bon produit au bon moment, soit je suis peut-être il est peut-être possible que je m'adosse à quelqu'un d'autre pour me propulser en tout état de cause. Comme les startups pour en faire, il y a des fusions, il y a des associations. Et pourquoi ne pas envisager cette configuration qui pourrait débloquer des situations? C'est intéressant ce que tu dis. En fait, tu es en train de dire il faut faire comme la vie d'une société, c'est-à-dire je m'associe, je me désassocie. Comme une boîte cotée en bourse en fait. Exactement. J'ai des actionnaires qui rentrent, qui sortent. Tout à donc fait. Je suis beaucoup plus ouvert parce que c'est vrai que quand on pense immobilier, on le pense immobilier beaucoup patrimonial. je pense patrimonial, je pense perso. Ouais, c'est ça. C'est pas naturel pour moi de m'associer. Donc tu es en train de me dire, en 2023 aujourd'hui, on peut pas forcément. Tu vois, hier j'en parlais avec un copain, il me dit c'est quoi le paradigme et je lui disais, tu sais, aux États-Unis. Depuis longtemps, ce que j'entends de tous les Grant Cardone, pour ne pas les citer, des gens comme ça, Kiyosaki, tous ces gens-là. C'est ça. Quand Kiyosaki, j'écoute une de ses confs mercredi soir d'ailleurs, qui donne avec Roger Lannoy. Il te dit, Grant Cardone dit, quand vous faites de l'immobilier, tu fais un apport de 30%. En France, on a été quelque part mal habitué ou habitué différemment à faire l'investissement en disant je dépose rien, etc. Donc peut-être que le paradigme, c'est soit je m'associe avec quelqu'un de plus bankable, mais alors si je fais ça, je le fais en SCI, en SARL, comment je fais? Parce que moi je me dis, je m'associe, je suis un particulier, je vais avoir cette peur avec qui je m'associe. De s'associer, ouais. Alors, quoi qu'on en dise, il n'y a pas de contexte sécuritaire absolu. Ce qu'il faut juste se dire, c'est que un entrepreneur ou un investisseur, un investisseur, c'est un entrepreneur. Il faut qu'il raisonne comme un entrepreneur. À partir de ce moment-là, s'associer ne devrait pas poser de problème parce que quand on parle association, on parle de mettre en place des situations juridiques qui permettent, donc société civile immobilière, ça peut être une SARL comme une SAS ou toute autre forme juridique qui existe. En s'associant, imaginons qu'on s'associe tous les deux, j'ai la possibilité de dealer avec toi et de me mettre d'accord sur certains points concernant la gestion, concernant les apports, concernant la sortie et concernant éventuellement la succession parce que on est deux foyers différents et toi et moi nous vivons pas on n'est pas dans le même contexte foyer fiscal. Donc tous ces points-là doivent être discutés valablement, peut-être rédigés sous la forme d'un contrat et là on va parler peut-être de pacte d'associés. Donc tu recommandes de faire un pacte d'associés? Je recommanderais de faire un pacte d'associés quand c'est convaincu, mais dans tous les cas. Dans tous les cas, il faudrait le mettre en place. On a du mal souvent à discuter des termes qui sont des termes de séparation. Ça veut dire que demain, si jamais ça ne fonctionne pas, comment on s'entend? Si demain je génère beaucoup plus d'énergie que toi dans une association, comment je suis rémunéré? Quelle est la quote-part qu'on va devoir se mettre en place en termes de répartition? Tous ces sujets-là où en fait je crois que c'est difficile pour certains d'en discuter. Je pense que véridiquement il faut se mettre d'accord sur ce point avant de démarrer. Et moi j'ai vu des clients qui viennent vers moi, qui me posent des questions. Ils viennent à 5 pour s'associer pour un projet immobilier et avec une vision long terme, mais ne tenant pas compte justement de ces aspects que je viens de te citer, en fait tu les revois plus parce que ils ont du mal à tenir ce discours ou en tout cas se mettre d'accord sur des sujets qui sont des sujets phares dans le cadre d'une association. Donc ils n'ont jamais démarré en fait. Ils n'ont jamais démarré. Pour le coup. Ouais, donc en fait, parce que moi j'ai l'impression que si je discute avec mon expert comptable, que je dis proposez-moi des statuts, il aborde, c'est un peu dur de dire ça, mais naturellement ils vont pas parler de ce côté humain, de ce côté. Exact. Ils restent purement à l'aspect juridique comptable et purement à l'aspect fiscal, etc. Mais pas du tout l'aspect, là on parle d'un peu d'émotionnel, du côté sentimental, etc. Et pour moi, j'ai déjà été associé avec des gens, on s'est déjà
mis sur la tête. Oui. On n'avait pas de pacte d'associés. C'est ça. Donc j'attendais un peu cette réponse, mais je pense que c'est fondamental parce que nous, on s'est fait avoir dans une association. C'est la vie avec des gens. Parce que rien n'est dit. Tu as raison, ok. Parce que rien n'est dit. Alors, une vision donc entrepreneuriale de la chose est primordiale. Il faut aussi, on va dire, s'éduquer un tout petit peu, mais s'informer plutôt. Je vais plutôt utiliser le terme s'informer. C'est-à-dire que j'avais pas connaissance de comment s'associer. Peut-être qu'un jour ou l'autre, on me parle de pacte d'actionnaires et là, je creuse le sujet et je vois ce qu'il en est. Et un point essentiel, et là, ça va être peut-être propre à mon métier ou à d'autres métiers, on est tous des spécialistes d'un domaine particulier. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en tant qu'entrepreneur, et là je parle de tout investisseur quelconque, en tant qu'entrepreneur, il y a beaucoup de sujets qui gravitent autour de nous auxquels on va tenir compte. Le sujet de la rémunération, c'est un aspect primordial. Le sujet de la fiscalité, c'est un aspect primordial. Le sujet social aussi, c'est un aspect primordial. Un point pour être précis, moi quand je fais un audit fiscal d'un client, parce que le gars il veut savoir quel statut juridique il va avoir, je ne veux pas me cantonner qu'à la partie fiscale parce que je sais que en fait il évolue avec sa rémunération, il évolue avec son temps et il a besoin, en grosso modo, grâce à l'optimisation fiscale, de conjoncturer aussi l'aspect social qui va avec, de conjoncturer aussi l'aspect rémunération qui va avec. Donc il y a 3 aspects pour moi sur lesquels tout investisseur doit réfléchir quand on se lance dans l'entrepreneuriat, donc que ce soit investissement immobilier ou entreprise quelconque. L'aspect juridique. Bien entendu, juridique et fiscal, on peut l'englober dans son ensemble. L'aspect financier, combien je peux en tirer de ce et combien je dois m'endetter pour pouvoir y arriver ou combien je dois apporter. Ces enjeux-là sont des aspects qu'il faut creuser aussi. Et puis l'aspect social, parce qu'on évolue, on grandit tous, on profite pas forcément de la rémunération issue de notre produit aujourd'hui, mais qu'en est-il demain? Un exemple précis pour l'aspect social, je vois des gens qui choisissent très simplement de se rémunérer en dividendes, parce qu'il y a moins d'impôts, parce que c'est flat et que c'est à 30%. Bon, ok. Demain, tu tombes malade, tu n'as peut-être pas de protection sociale par rapport à la hauteur des revenus que tu te verses, parce que tu as choisi le mauvais discours, parce que tu as choisi le mauvais dispositif qui te paye juste en cash et pas forcément protecteur en termes de sécurité. On a le bénéfice d'être dans un système qui permet justement d'harmoniser tout ça. C'est vrai que c'est compliqué, mais il faut bien s'entourer pour pouvoir y arriver. Mais donc, moi, demain, une personne qui nous écoute là, il a plus intérêt, entre guillemets, à venir te voir. Toi, tu sais rédiger un pacte d'actionnaires ou lui proposer, l'accompagner sur ça. Tout à fait. Trouver le statut juridique, est-ce que c'est une SARL, une SCI, SCI, ALIR, ALIS, bien entendu, etc. Donc, toi, tu sauras l'orienter par donc pacte d'actionnaires, statut et l'aspect comptabilité, tu fais ça ou pas? Alors tout ça, c'est par le biais du cabinet, bien entendu, mais ce que je peux dire tout simplement, c'est que tant que j'ai l'objectif du client, je saurai adapter en grosso modo la situation juridique et le contexte qui va avec. Mais c'est le client qui répond et moi je lui apporte simplement ce qui est faisable de pas faisable dans les faits. Donc il n'y a pas de produit A, produit B, c'est chaque client est différent et à chaque client il y a une stratégie fiscale, comptable différente. C'est ça, même si on a l'impression que le tableau il est limité, puisque pour le coup on voit une dizaine de statuts juridiques. En vrai, à l'intérieur de ces statuts juridiques, il y a des clauses qui permettent de se protéger, des clauses qui permettent de se prononcer, d'envisager une aventure avec une association quelconque. Donc en fait, même si je me prends un refus de mon banquier, je peux très bien venir te voir. Tu peux m'aider à trouver peut-être un associé, à trouver une solution, à me dire là ce que tu veux acheter, tu t'es fait toquer, mais il avait raison de te retoquer le banquier parce que ce que tu veux acheter c'est pas le bon produit. Souvent on est un peu borné dans les faits. Ouais. Non, mais voilà, tu vas donner Donc en fait je dis tout le temps, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente. Exact. On se forme un groupe d'amis entrepreneurs avec qui on va échanger. Tout à fait. Et il va t'ouvrir les yeux à d'autres horizons. Donc exactement. Peut-être qu'on va trouver un associé. Trouver un associé, ça peut être que par le biais. Alors moi, je ne trouve pas les associés pour les clients, mais le fait de créer en fait les événements qu'on organise au Cercle Immo 3.0, en fait fait que d'autres personnes, par exemple, s'associent sans le savoir. Je parle d'un cas spécifique qui est arrivé récemment. Quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans la sous-location. On a quelqu'un qui s'y connaît très bien, qui a peut-être pas forcément les moyens de se lancer. Une autre personne intéressée par le produit, les deux se sont réunis pour trouver en fait une conjoncture économique intéressante pour pouvoir lancer la sous-location dans une société.
en fait, on ne saura pas d'où vient en réalité l'opportunité si on ne va pas chercher le réseau dans les faits. Ouais, donc c'est une question de valeur. Nous, chez WeLoge, on raisonne, on faisait un atelier l'autre jour avec Dominique sur les valeurs. C'est ça. On parle de nos valeurs communes et quelles sont nos valeurs et quelles sont nos attentes. Donc c'est un peu le pacte d'actionnaires, ce dont tu viens de dire. C'est là que tu mets ta petite tambouille, tu mélanges et tu vois si ça marche. Voilà. Tu mets ça dans ton mixeur et est-ce que tu arrives à quelque chose ou est-ce que le mixeur il explose quoi. Le pacte d'actionnaires, ce qui est bien dans le pacte d'actionnaires, c'est qu'on peut tout mettre. En fait, tout ce qui n'est pas possible de mettre dans les statuts juridiques parce que c'est très réglementé parfois, et en fait, on peut tout prévoir dans ce pacte d'actionnaires là. Et il faut justement penser à tout ce qui peut être conflictuel dans les faits pour ce pacte d'actionnaires, parce qu'en fait le jour viendra où en fait on va pouvoir se dire merde, là faut sortir le petit pacte d'actionnaires qui dit voici comment on évalue. Un exemple pour donner un peu factuellement les choses, c'est comment évaluerait-on les choses si jamais demain tu souhaiterais sortir de l'association par exemple. C'est souvent le cas en fait. Voilà. J'ai besoin de cet argent, je veux faire autre chose, plus impliqué. Ou je divorce, je paye mon divorce, Exactement. J'ai besoin de financer l'école de mes enfants, je veux m'acheter une nouvelle maison, je sais pas quoi. Voilà, donc c'est souvent. Et c'est là-dedans, comment on valorise les parts, tout ça. Donc tout ça, tu le verbalises. On pourrait le verbaliser, okay. Ouais, c'est ça, exactement. Donc en fait, pour résumer, parce que sinon on va finir. Pour résumer, 2023, c'est une année compliquée. Oui. Le paradigme a changé avec les taux qui augmentent. Ça, c'est pas faux. Ouais. Mais on a de l'inflation. Donc en fait, c'est pas parce que les banques et la télé vous dit c'est compliqué l'immobilier. Moi, je suis à Buenos Éco, le nombre d'articles que je vois sur les refus de prêt, même nous, on a chez WeLoge des refus de prêt. Oui. Ça n'est pas terminé, ça n'est pas fini. L'immobilier est une valeur forte. L'immobilier ou s'associer dans monter des boîtes ou la transmission de son entreprise. C'est ça. Ce qu'il faut, c'est s'entourer, se faire son propre mastermind, je dirais, comme on dit tout le temps. C'est avoir son groupe de travail entre amis, collègues. Des personnes avec qui on veut évoluer. Exactement. Et donc, si on vient de voir, Joël, ça peut être pour monter une boîte, acheter une boîte, vendre une boîte, acheter de l'immobilier, créer sa société, trouver un... Donc c'est tout ça. C'est ça. Et donc c'est plutôt un message d'optimisme. Tout ce qui gravite autour de. Là. Alors j'envoie un message d'optimisme, mais alors encore une fois, on claque pas des doigts pour l'avoir. Ce qui est certain, c'est qu'en fait, il faut se donner les moyens pour y arriver. Aujourd'hui, on voit très bien que en fait tout le discours, on va dire plutôt négatif autour de l'inflation, des taux d'intérêt et tout le tralala, c'est concerné par que le particulier. Le professionnel en question ne répond pas à ces règles-là. Donc, pourquoi ne pas devenir professionnel? Je dis bien, quand je dis professionnel, c'est être vu comme un professionnel aux yeux de la banque. D'accord. Et pas avoir une activité professionnelle forcément. Mais aujourd'hui, acheter un bien immobilier aux yeux d'une banque, si c'est monsieur, madame, tout le monde qui vient les voir, c'est patrimonial. Eh ben, on fait partie des règles du jeu. Par contre, sortir du cadre HCSF, ne plus faire partir des règles d'endettement et percevoir le projet comme éventuellement, on va dire, un business, pour ça, il faut arriver à convaincre la banque qu'on a les moyens, on a le savoir, la connaissance nécessaire pour ne plus être considéré comme monsieur, madame, tout le monde, bon père de famille, et donc qu'on sait ce qu'on fait et que l'analyse, bien entendu, du projet est axée uniquement sur le projet et pas forcément sur ce que je suis capable de me payer ou de m'endetter. Ouais, donc aujourd'hui, de toute façon, pour se constituer une retraite, enfin, des revenus pour quand on arrêtera notre activité principale, enfin si tant est que certains. Si on arrive à ça, mais ouais. C'est pas je fais mon petit truc patrimonial entre guillemets comme je le faisais, je dois. Mais en fait, on dit tout le temps, on est des slashers, c'est-à-dire je fais un peu d'IMO, je fais un peu de trucs, mais chaque activité que je fais, je la fais de manière professionnelle. Oui. Et là, le banquier va nous regarder différemment. Et là, tu es en train de dire, je peux continuer. Je dois chercher à rendre professionnelles mes activités patrimoniales. Okay. Joël, merci beaucoup pour ton temps. Merci de t'être arrêté à Marseille. Je pense que c'est un super message. Et contactez Joël, on mettra les coordonnées en dessous. Avec plaisir. Et je pense qu'il peut résoudre pas mal de pain points, de points douloureux. On discutera de fiscalité si besoin. Mais merci à toi. Ciao, merci.